13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, la suite sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, Xenia Fedorova et Jules Torres pour vos chroniqueurs. On va parler de cette flotte fantôme russe. Je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron qui est à Copenhague, on le disait, pour un sommet européen et il s'est exprimé à propos de cette flotte. C'est extrêmement important d'augmenter la pression sur la flotte fantôme parce que ça réduirait drastiquement le financement de l'effort de guerre russe. Donc nous avons mis une série de sanctions sur elle, c'est-à-dire sur les bateaux, sur les compagnies d'assurance, etc. Mais maintenant, nous avons véritablement un moyen d'accentuer la pression en coordonnant une approche globale sur cette flotte fantôme. Donc la flotte fantôme est une très bonne cible si on veut accentuer notre efficacité à réduire les capacités russes. Xenia Fedorova, j'aimerais avoir votre avis. Ce navire qui a été arraisonné, et on le disait, le capitaine vient d'être mis en examen pour refus d'obtempérer. Hier, il y a des commandos de marine qui sont arrivés à bord de ce pétrolier qui était au large de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que vous en savez, vous, sur ce navire ? Qu'est-ce qu'on dit en Russie sur ce bateau ? Vous savez, on n'a pas beaucoup d'éléments à ces moments. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était un bateau qui apparemment était en route pour l'Inde. Ça, il faut confirmer, mais apparemment qui est parti de porte nord de Russie et était en route pour amener probablement les pétroles. La problématique aujourd'hui, c'est que les sanctions qui étaient imposées sur la Russie par l'Union européenne et les États-Unis, à l'époque, ne marchent pas comme prévu. Et donc, Emmanuel Macron, on vient d'écouter, cherche encore à mettre la pression sur la Russie pour arrêter ces bateaux qui sont en train de livrer les ressources énergétiques à les pays qui ne sont pas sanctionnés, ces guerres russes. Donc, oui, mais la Russie l'est. Donc, de facto, là, il s'agirait d'un contournement. Contournement, si on parle de pays qui sont en fait imposés les sanctions, oui. Mais pour l'Inde, par exemple, il n'y a pas de sanctions contre pétrole russe. Et donc, la question ici, jusqu'à où l'Union européenne, la France, va aller pour arrêter tous ces bateaux. Si on croit ce que les médias disent, qu'il y a des centaines de bateaux, c'est quand même une grande mission à faire, de chercher et d'arrêter tous ces bateaux. Après, j'ai entendu qu'il y a une suspicion qui s'était utilisée pour les drones. Je pense qu'à ces moments, c'est absolument impossible de faire ce genre de spéculation parce que suspicion, il n'y a pas encore de preuves. Donc, c'est peut-être pour ajouter un extra, une couche supplémentaire, de doute ou de... Pour justifier aussi ces arrêts. Donc, je pense que dans les prochains jours, on va avoir un peu plus des éléments. Mais en tous les cas, c'est toujours dans la même idée de l'Union européenne d'essayer de mettre plus de pression sur la Russie. Mais est-ce que c'est pas l'inverse ? Est-ce que c'est pas la Russie qui met la pression sur l'Union européenne, là ? Parce qu'il est en train de vendre le pétrole non, parce qu'il y a effectivement des doutes qui existent sur ces incursions de drones dans les espaces aériens européens, que ce soit au Danemark ou ailleurs, parce qu'il y a eu ces avions militaires, ces avions de combat russes qui sont arrivés dans le ciel estonien, parce que donc, il y a eu tout un faisceau peut-être de petites menaces, accidentelles ou non, réelles ou non, les enquêtes sont en cours, mais... Est-ce que ce n'est pas la Russie qui met la pression sur l'Union européenne ? Vous avez tout à fait raison de dire que c'est inquiétant, cette apparence des drones. Après, si on regarde qui gagne finalement après ces apparences, c'est toujours les pays de l'OTAN qui font le discours pour dire voilà, on a besoin de renforcer notre mission dans la mer Baltique, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et finalement, c'est juste une façon d'escalade qui, à mon avis, la Russie ne cherche pas du tout. Si on parle des avions, il faut aussi parler des 3 Rafales qui étaient envoyés à Pologne après les apparences de ces drones pas identifiés. Et les Rafales qui sont capables de porter les armes nucléaires, qui est vu de la part de la Russie aussi comme une grande menace. En fait, donc pour moi, je pense qu'il y a une grande question qui est derrière ces drones. Est-ce que c'est la Russie ? Il n'y a pas de preuves. Il faut pas. C'est juste les déclarations, mais il n'y a pas de preuves. Et pour moi, il faut toujours demander une question qui gagne après cette apparence, cette communication, la communication des peurs qui toujours cible les Européennes, et c'est tout à fait inquiétant. Je suis d'accord avec vous. Jules Torres. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce vaisseau fantôme baptisé le Boracay. Il est parti donc
donc le 20 septembre du nord de la Russie. C'est donc un navire pétrolier, c'est pas un navire de guerre. Et il était en effet à 500 000 nautiques de Copenhague le 22 septembre. Et en effet, le 28, il s'est arraisonné à Saint-Nazaire et on a mis donc 2 marins et on a placé en garde à vue. La question que je trouve intéressante, c'est en effet de savoir qui profite de cette séquence. Et en effet, c'est absolument pas Vladimir Poutine, parce qu'on pourrait considérer, en tout cas les observateurs européens, qui commettent une erreur, que aujourd'hui les principaux commentaires que l'on a, c'est que au contraire il cherche la guerre, qu'il ne veut pas la paix. Donc c'est pas forcément ce que lui souhaiterait. Et on a d'un autre côté les Européens et Emmanuel Macron en tête, et on l'a vu hier, qui organise une riposte extrêmement forte pour montrer que vous voyez bien, la menace elle est là. Donc moi la question que je me pose, c'est où est la vérité entre la menace russe et les intérêts de Vladimir Poutine et le sort de catastrophisme de l'Union européenne? Parce que là, en effet, je suis d'accord avec vous, qu'il y ait des drones sur le territoire européen, moi, c'est pas que ça me fait peur, mais je vois pas ça d'un bon œil. Voilà, je vois pas ça d'un bon œil. Du reste, qu'il y ait un pétrolier qui affiche le drapeau du Bénin, qui part de la Russie pour aller vers l'Inde et qu'il passe par les côtes européennes, ça m'effraie pas. En revanche, sur la question des drones, je pense que est-ce qu'il a pu servir de rampe de lancement? Pour l'instant, c'est pas pour les drones. C'est la question qui se pose. Pour l'instant, il y a absolument aucune preuve là-dessus. Absolument. Et donc, c'est tout le sujet de les faisceaux dont vous parliez. C'est qu'on a des choses qui se passent en Estonie, on a des choses qui se passent au Danemark, on a ce navire-là. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de petits sujets mineurs à droite, à gauche, qui nous interrogent. Du reste, la réponse européenne est extrêmement forte. J'allais y venir sur cette réponse européenne. Est-ce que justement toutes ces petites choses qui arrivent, ces incidents, plus ou moins mineurs quand même, est-ce que ça pousse pas les Européens, est-ce que c'est pas le but d'ailleurs, à s'unir et à unir leurs forces et à peut-être anticiper une réponse, même si elle sera peut-être, on l'espère, jamais actionnée. De toute manière, l'Union européenne et l'Europe se nourrissent toujours des crises. Donc, on se réarme quand ce sont les Polonais, par exemple, qui nous disent là, à nos frontières, on a l'impression que les Russes peuvent nous attaquer. Il y a une vraie menace. C'est à ce moment-là qu'on a un grand débat sur l'autonomie stratégique, sur le fait d'augmenter considérablement de plusieurs milliards le budget des armées de tous les pays européens. Et là aussi, on voit bien que c'est Donald Trump qui avait la main quand même ces 3 dernières semaines et sur le mois dernier, contrairement à la coalition des volontaires, depuis la photo, vous savez, dans le bureau ovale de tous ces dirigeants européens en randonnion en train de regarder de manière énamourée Donald Trump, plus personne n'avait la main. Et donc, peut-être qu'il y a aussi un peu de politique derrière, moi ça me choque pas, qui consiste à dire, vous voyez, Donald Trump patine un petit peu avec Vladimir Poutine, n'arrive pas à obtenir la paix, eh bien c'est à nous aujourd'hui, on va se servir de ces petits faisceaux-là pour montrer qu'en fait, c'est nous qui possédons le pouvoir et c'est nous qui allons amener jusqu'à cette paix-là. Donc après, c'est de la diplomatie, c'est de la politique. C'est ça. À qui s'adresse Emmanuel Macron quand il parle de confrontation? Est-ce qu'il s'adresse aux Européens ou est-ce qu'il s'adresse à Moscou? Il s'adresse aux deux. Il s'adresse aussi aux Français qui sont quand même assez peu moins intéressés aujourd'hui par la question en Ukraine qu'en 2022 par exemple. Et il voit bien que pour faire avancer son agenda, Emmanuel Macron, il a aussi besoin de l'assentiment des Français. Absolument, je pense qu'il s'adresse aux Français. Et cette narrative de peur, c'est toujours adressé à Français. Et je pense qu'hier, pour la première fois, il a dit qu'on est dans une confrontation avec la Russie. Avant, il a évité. Le mot est fort. Le mot est fort. C'est presque qu'on est en guerre avec la Russie. Je pense que c'était toujours un peu entre les lignes, mais il n'a jamais dit comme ça. Après, je voulais juste dire que l'Europe reste dépendante. Cette fois, elle reste dépendante des États-Unis parce que c'est les États-Unis qui vendent les armes. C'est l'Europe qui paie pour ces armements et qui les envoie en Ukraine. Et l'Europe peut et doit chercher cette indépendance, mais aujourd'hui, ce que je vois, en fait, c'est mettre toujours sous le contrôle, sous l'indépendance de l'OTAN, sous la dépendance des États-Unis, et utiliser la Russie comme une justification, raison pour renforcer les budgets militaires. Et il y a une grande question à quel point l'Europe est prête de vraiment devenir souveraine, parce qu'elle a perdu cette souveraineté déjà depuis quelque temps. On reste ensemble, évidemment, Jules Torres et Ksenia Fedorova. Dans un instant, on parlera de la Moldavie avec la victoire des pro-européens. Et puis, je vous poserai la question, est-ce que vous préférez dire vacances de la Toussaint ou vacances d'automne? Vacances de fin d'année ou vacances de Noël?
Je connais la réponse, Jules. Mais bon, on en débattra. En tout cas, restez bien avec nous dans Europe 1 Info. 13h42, merci d'avoir choisi Europe 1.